Bonjour, faisons suite à notre chapitre relatif au recrutement. Je vous fais part de la partie qui concerne la sélection des candidats ainsi que les techniques qu'on peut mettre en œuvre pour pouvoir évaluer et choisir ou bien prendre une décision. On commence d'abord par les étapes de sélection. Pour ces étapes, on peut retrouver en premier lieu le tri des dossiers. De quoi s'agit-il? C'est une présélection permettant de ne conserver que les CV des postulants qui correspondent aux exigences de la fonction à remplir. C'est-à-dire, lorsqu'on reçoit les CV, soit en version papier, soit en version numérique, on va essayer de collecter ou bien de sélectionner ou bien de ne trier que les CV qui répondent à la fonction désirée ou bien qui répondent aux critères demandés. Les autres, ils seront soit rejetés, soit classés dans une CVTech pour une utilisation ultérieure. Deuxième étape, c'est l'entretien. Les candidats présélectionnés sont convoqués à des entretiens ou bien à des simulations ou des situations professionnelles, ou à des tests professionnels ou de personnalité. Donc l'entretien, il a un double objectif: informer le candidat sur l'entreprise et lui permettre de s'exprimer sur son passé professionnel, ses qualités, sa motivation, ses compétences. Si vous voulez dire, à travers l'entretien, chacun va essayer de réaliser son objectif. L'objectif du demandeur d'emploi ou bien du candidat, c'est de convaincre l'employeur à postuler et donner ses capacités. Et l'objectif de l'employeur, c'est d'essayer de trouver le candidat qui convient au poste, c'est-à-dire choisir le meilleur candidat. Il y a aussi les tests. Donc les candidats retenus à l'issue des phases précédentes peuvent être soumis à des tests de situation. Leur objectif est double: classer les candidats et faire émerger les points faibles incompatibles avec le poste. C'est-à-dire que on va essayer de filtrer, c'est-à-dire ne choisir que les personnes qui conviennent. Mais cette troisième étape n'est pas toujours réalisée. Donc ces étapes de sélection, ils sont différentes d'une société à une autre. Pour rechercher des critères de comparaison, il faut commencer par définir des critères pertinents. Et ces critères peuvent être définis avant même la première sélection par CV. Une fois les différentes options de choix listées, une réflexion sur les critères de comparaison s'impose. Alors ces critères découlent soit de l'objectif à atteindre, collaborateur opérationnel dans les 2 mois, ou bien collaborateur opérationnel dans 1 an, ou bien collaborateur opérationnel dès l'embauche, parce que si on a besoin d'un collaborateur qui va prendre le poste et qui va être autonome, donc on a besoin d'une personne qui a une grande expérience. Ensuite, on a des contraintes à respecter, les coûts salariales, parce que, par exemple, les coûts salariales, par exemple, si on veut quelqu'un d'une grande expérience et d'une formation élevée, un niveau élevé de formation, donc ici, il faut un salaire qui est élevé, bien sûr. Et sinon, on peut pas donner plus, c'est-à-dire il faut chercher le profil qui convient. Et ensuite, les fonctions à satisfaire, capacité à réaliser telle ou telle mission. Donc, lister un maximum de critères permet d'affiner le choix de la solution optimale. Et la qualité de l'évaluation et du choix est conditionnée par la pertinence et l'exhaustivité des critères de comparaison. Donc, il faut bien choisir ces critères afin de réussir notre choix. Deuxième point, la facilité de l'évaluation des différentes options.
Alors, pour évaluer les différentes options, une fois que j'ai listé les critères, je dois les évaluer, c'est-à-dire, je dois donner des notes. Alors, comment donner les notes? On commence d'abord par les valeurs quantitatives et qualitatives. Les critères de comparaison ont des valeurs quantitatives. Par exemple, le coût ou qualitatif, par exemple la formation, l'expérience professionnelle, niveau de compétence. Alors, pour faciliter le choix d'un candidat à un poste, il est souvent nécessaire de convertir une évaluation qualitative en note chiffrée. Par exemple, je demande une formation telle et je reçois un CV qui a exactement la formation que je demande. Si la formation est notée sur 5, je donne 5 sur 5. Si la formation s'approche, je peux donner 4. Si c'est loin, je diminue la note. Donc là, c'est la quantité que je donne. Ensuite, la pondération des critères. C'est quoi la pondération des critères? C'est parmi les critères d'évaluation des candidatures, certaines peuvent apparaître prioritaires pour les managers. Par exemple, la formation, ou bien l'expérience, ou bien une méthode de travail. Donc, il est possible d'opérer un classement de différents critères en leur attribuant un coefficient de pondération. Par exemple, dans votre formation, pour les sciences maths, on donne plus de coefficients pour les maths. Alors, la même chose, on a des CV. On va noter, par exemple, lorsque votre manager ou bien l'équipe qui se charge du recrutement, qu'est-ce qu'on cherche comme profil? On cherche quelqu'un, on donne la priorité à la formation, donc la formation va être plus pondérée. Si j'ai les coefficients de pondération de 1 jusqu'à 5, donc je donne 5 à la formation si mon objectif est d'avoir la meilleure formation. Si notre objectif est d'avoir quelqu'un qui a plus d'expérience, je donne plus la note la plus pondérée sera pour l'expérience. Et ainsi de suite. Et lorsqu'on pondère, j'ai la note, par exemple, j'ai noté formation, j'ai eu 5 sur 5 dans la formation, sachant que la coefficient de pondération pour la formation est 4. Donc 4, 5, 20. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on termine pour sélectionner la personne ou le candidat qui a plus de notes. Je vous donne par la suite le document qui convient et qu'il faut retenir pour comparer. Alors, l'outil dont je viens de parler, c'est la matrice multicritère. Alors, comment on se présente et c'est quoi la matrice multicritère? C'est un document qui a pour but de choisir la solution optimale parmi plusieurs solutions, en se basant sur des critères de choix pondérés. Elle aboutit à un choix plus objectif. L'analyse se présente sous forme d'un tableau à double entrée, critères-solutions. Et la solution optimale est celle qui contient la note pondérée la plus élevée. Alors, quelles sont les démarches à suivre pour la réalisation de la matrice multicritère? Là, il faut faire très attention parce que c'est la partie la plus importante, c'est la réalisation de la table multicritère ou bien de la matrice multicritère. On commence par identifier toutes les solutions possibles, c'est-à-dire les critères d'embauche demandés. Qu'est-ce qu'on veut comme critères? On se met d'accord sur les critères d'embauche. On va d'abord les lister. Ensuite, il faut pondérer chaque critère par un coefficient en fonction de l'importance relative qu'on lui attribue. C'est-à-dire, j'ai donné le critère, je donne la note qui convient et je donne le coefficient de pondération pour chaque critère. Comme je viens de dire, formation, je vais la noter sur 5. Le coefficient, c'est sur 4. Donc, celui qui a eu 5, il va avoir 20. 5 fois 4, c'est 20. Par exemple, expérience va être noté sur 5. Le coefficient 3, celui qui va avoir 5, 5 fois 3, 15. Et ainsi de suite. Il faut aussi attribuer une note à chaque solution, bien à chaque candidat, au regard des critères retenus. À la fin, lorsque je termine de noter et de multiplier par le coefficient
chaque critère et pour chaque candidat, à la fin, je vais avoir la note totale pour tous les candidats que j'ai évalués. Et bien sûr, je vais retenir, lorsqu'on multiplie chaque note par le coefficient attribué, je vais totaliser, je vais comparer et bien sûr, je vais choisir le candidat qui a eu la note la plus élevée. C'est normal. Alors, pour mieux comprendre, je vous ai préparé un exemple. Alors, regardez, j'ai choisi quelques critères, je n'ai pas choisi tous les critères. Alors, j'ai choisi par exemple formation. Le coefficient de pondération de la formation, il est sur 5. L'expérience, il est sur 4. La méthodologie de travail sur 3. La rédaction sur 4. Dynamique sur 2. Donc là, ce sont des coefficients que j'ai donnés à chaque critère en fonction de leur importance pour la société. Il se peut, c'est pas toujours la même chose. Chaque société, elle a ses propres coefficients et elle a ses propres critères. Alors, je vais noter chaque candidat. Supposons qu'on a 3 candidats, Hassan, Zineb et Othman. Alors, la première note, elle est sur 5. Donc, on a noté chaque critère sur 5. Donc, formation, Hassan, il a eu 4. 4 pour la formation, c'est en fonction de la formation qu'il a. Donc 4 fois 5, ça donne 20. Pour Zineb, il a eu 3. Peut-être qu'il n'a pas la formation exacte. Donc 3 fois 5, c'est 15. Othman, c'est la formation, il a eu 2. Donc sa formation, elle est loin de ce qu'on demande. Donc 2 fois 5, 2 fois 5, c'est 10. Ensuite, l'expérience. Alors, l'expérience, j'ai donné coefficient 4. Donc, coefficient 4, Hassan qui a eu 3, donc il n'a pas beaucoup d'expérience. Il a eu tout simplement 12 dans l'expérience. Par contre, Zineb, il est plus expérimenté. Il a eu 5 sur 5. Donc, 5 fois coefficient, il a eu 20. Ensuite, Othman, il a eu 4, donc avec 4 fois 4, ça donne 16. La méthode, on a donné 3. Hassan, il a eu 4, ce qui fait 4 fois 3, c'est 12. Zineb, il a eu 5, 5 fois 3, 15. Et Othman, il a eu 3, 3 fois 3, c'est 9. Rédaction, on a donné le coefficient 4. Hassan, il a eu 4, donc 4 fois 4, 16. Zineb, il a eu 4, 4 fois 4, 16. Et Othman, il a eu 3, 3 fois 4, 12. Le dynamisme, Hassan, il a eu 3, moins dynamique. 3 fois 2, c'est 6. Par contre, Zineb, il est très dynamique. 5 fois 2, il a eu 10. Et Othman, 4 fois 2, il a eu 8. Alors, vous voyez, après, qu'est-ce que je vais totaliser? Je vais totaliser la note pondérée, comme ce que vous avez dans vos bulletins de notes. Donc, la note pondérée pour Hassan, on a eu 66, pour Zineb, 76, et pour Othman, 49. Alors, ça se voit clairement que c'est Zineb qui a eu plus de notes, malgré que Hassan, il a plus de formation, mais n'oubliez pas que Zineb, il est plus expérimenté. Il a eu 5 sur 5 dans l'expérience. Donc, l'expérience, elle joue aussi un rôle très important avec la formation. Donc, puisque Zineb a eu 76 points, donc c'est elle qu'on va retenir dans le poste désiré. Alors, j'espère que l'exemple est clair. Et la table multicritère, bien la matrice multicritère, elle est très simple. Donc, si on vous demande de la réaliser, commencez la première colonne par les critères. Deuxième colonne par le coefficient. Ce coefficient, il est donné dans le sujet. Vous ne pouvez pas l'inventer. Alors, les notes aussi, on va pouvoir les donner, ou bien vous allez pouvoir les détecter en fonction d'un texte. On vous guide, on vous indique comment trouver la note. Une fois que vous trouvez la note, il faut la multiplier par le coefficient. Et à la fin, vous faites le total et vous aurez votre table multicritère. Et bien sûr, il faut commenter la table, c'est-à-dire que le candidat qui s'adapte le plus, c'est Zineb, car il a eu le maximum de notes, ou bien la note la plus élevée qui est 16. Alors, une fois qu'on a évalué, qu'on a noté à travers la table multicritère,
On a donc une lettre de convocation pour l'entretien, c'est-à-dire on va entretenir avec cette personne-là qui a plus de notes. Donc comment présenter la lettre? C'est un moyen de communication et je vous indique que la lettre peut être sur mail, c'est-à-dire un courriel sur les mails du candidat, ou bien une lettre, un courrier classique. Ici, j'ai choisi un courrier classique, donc c'est comme une lettre commerciale présentée, il faut la présenter selon la normalisation. Il faut mettre l'en-tête qui peut être contre la marge ou bien au milieu, la ville et la date de départ, à monsieur le nom avec l'adresse, l'objet, votre demande d'emploi. Alors ici, monsieur, madame ou mademoiselle. Votre demande d'emploi due, il faut préciser la date relative au poste 2. Il faut même indiquer le poste. Nous est bien parvenu et nous vous en remercions. Nous avons le plaisir de vous convoquer le A. Lorsque vous convoquez le candidat, il faut lui préciser la date exacte avec l'heure exacte. Au sein de notre société, dans le bureau du chef du personnel, monsieur X. Il faut préciser même l'endroit afin de passer un entretien préalable à l'embauche. Au cas où il vous serait impossible de vous présenter à la date prévue, veuillez nous contacter pour fixer un autre rendez-vous. C'est-à-dire que si le candidat n'est pas disponible à la date décidée, il peut contacter pour avoir un autre rendez-vous. La formule de politesse, recevez monsieur, madame ou mademoiselle, nos sincères salutations et bien sûr la signature avec le nom et la fonction. Donc là, c'est une lettre de convocation qu'on peut vous demander à rédiger. Une fois qu'on a convoqué et on a réalisé l'entretien, il faut donner une suite à cet entretien. Et bien sûr, pendant l'entretien, nous mettons en œuvre des documents. Par exemple, le profil de poste qu'on a déjà réalisé. On a parlé du profil de poste et de sa présentation dans la première partie du cours. Ou bien des grilles à part avec des questions, un guide d'entretien avec une grille d'évaluation. Ça dépend de ce que l'entreprise utilise. Peu importe, on doit terminer par choisir un candidat. Le candidat qui convient en fonction des critères qu'on a déjà déterminés. Alors, une fois qu'on choisit le candidat, il faut le contacter bien sûr. Donc, on doit contacter le candidat, soit on le contacte par téléphone, mais il faut confirmer par lettre, un courrier classique ou bien par courriel. Pour les candidats, les candidatures rejetées ou bien les candidats qui n'ont pas été sélectionnés, qui n'ont pas été admis, il faut aussi les informer, il faut leur dire que nous avons examiné malheureusement, ou bien nous avons le regret de vous informer que votre candidature n'a pas été acceptée. Soit vous dites que vous gardez le CV pour une autre fois, soit vous espérez que le candidat trouvera le poste qui lui convient dans les plus brefs délais. Peu importe la réponse, j'ai préparé pour vous 2 exemples de rédaction. Alors, le premier exemple, c'est un courriel. J'ai choisi un courriel pour candidat accepté. Donc, le courriel, on a toujours un, c'est les mails à qui. 2, bien sûr, ça émane de l'entreprise. L'objet, c'est votre demande de candidature ou bien votre demande d'emploi. La date, ça s'affiche automatiquement. Et si je mets monsieur, madame, mademoiselle, je peux dire bonjour aussi. Donc, nous avons le plaisir de vous informer que votre candidature a été acceptée pour le poste 2. On a accepté. Pour ce, nous vous invitons à vous présenter le A. Toujours, il faut donner la date et l'heure. Chez monsieur X ou bien chez le bureau de monsieur X, responsable des ressources humaines. Vous donnez le nom de la personne qui va le recevoir afin de compléter les formalités d'embauche. Donc ici, il faut négocier, il faut signer les contrats, etc. Donc là, vous dites à votre candidat qu'il a été accepté. Recevez, monsieur, nos sincères salutations. Voilà l'exemple du courriel qu'on peut vous demander de rédiger. Moi, je vous donne ici, dans ces capsules, les différents documents administratifs et les différentes situations de communication qu'on peut vous donner et que vous pouvez réaliser.
Deuxième exemple pour candidature refusée, ou bien pour un candidat qui est refusé. J'ai choisi ici un courrier classique. Donc, courrier classique, toujours l'entête, la date, le destinataire, l'objet. Il faut répondre à la présentation d'un courrier classique. L'appellation, toujours, c'est madame ou mademoiselle, monsieur. L'introduction, nous avons le regret de vous informer que votre candidature n'a pas été acceptée. D'abord, on regrette, on informe que la candidature n'a pas été acceptée. Ici, on donne la raison. En effet, vos compétences ne s'adaptent pas au poste à pourvoir. Alors, toutefois, la conclusion, nous gardons votre CV dans une éventuelle recherche. Et enfin, recevez, monsieur, nos salutations les meilleures. Et la signature, le nom et la fonction de la personne qui signe la lettre. Je vous rappelle qu'on peut ne pas donner la raison directement. Nous avons le regret, recevez monsieur. Donc, on n'est pas obligé de donner la raison. Voilà l'exemple de courrier refusé qu'on peut vous demander aussi de rédiger à travers la méthodologie de sélection et de prise de décision. Voilà donc les différentes étapes de sélection des candidats et aussi de prise de décision et les outils qu'on peut mettre en œuvre, surtout la table multicritères et aussi les lettres, la communication qu'on peut réaliser entre l'entreprise et les éventuels candidats. Pour l'étape d'embauche des salariés qui revient toujours aux recruteurs, l'étape de l'intégration, on va les voir dans la prochaine capsule, Inch'Allah. Bon courage.